Maintenant, on va parler de ce qui me motive, c'est l'impensé prévention dans les politiques de santé. Alors, j'ai voulu objectiver les choses, et pour objectiver les choses, quoi de mieux que le budget? Donc, si vous regardez le budget de la santé, ne vous occupez pas de la comparaison 2022-2023. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres 2023. On a plus de 3 milliards dans le budget de la santé français. Et il y a une ligne qui s'appelle la ligne 204, où vous voyez qu'il y a 216 millions qui sont consacrés à la prévention. Bon, ça fait que 6,5% à peu près, hein. C'est pas, le compte n'y est pas tellement, mais bon, c'est ça. Alors, on va détailler, on va aller dans le détail de la ligne 204, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et si vous regardez le détail de la ligne 204, par exemple, le programme 11, c'est pilotage de la politique de santé publique. Le programme 12, c'est santé des populations. Ce n'est pas tout à fait de la prévention. Donc, même dans ce petit 6%, il y a déjà plein de choses qui sont utilisées à droite, à gauche pour autre chose. Si vous regardez la ligne 15, prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, vous arrivez à 0,83% du budget de la santé. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose pour la prévention au sens strict du terme, encore que je considère que la veille et la sécurité sanitaire, ça fait partie de la prévention, savoir. Quand on écoute le ministre sur son budget, il nous raconte ce qu'il a fait du budget de l'année d'avant. Et il nous dit, au fait, ne regardez pas comment ont été consommés les budgets de prévention, puisqu'on les a utilisés pour acheter des respirateurs, le transport du matériel, le transport des malades qui ont attrapé le Covid, et les applications de rendez-vous et les applications tous anti-Covid. Donc, vous voyez que non seulement le budget de la prévention n'est pas lourd, mais en plus, il a tendance à se faire spolier dès qu'il y a des choses. On apprend que la ligne 15, elle est adossée à quelque chose d'intelligent qui est le plan national de santé-environnement. Donc ça, c'est très bien. Mais aussi au plan chlordécone. Alors, le plan chlordécone, moi, j'appelle pas ça de la prévention, hein. C'est l'indemnisation des victimes de chlordécone. Sachez que dans les victimes, il y a les exploitants qui ont mis de la chlordécone aussi. C'est intéressant. C'est ce qui fout en rage les populations des Antilles, d'ailleurs, de s'apercevoir que leurs empoisonneurs touchent des choses du plan chlordécone. Bon, et le plan chlordécone, il est dans le plan santé-environnement. C'est intéressant, mais bon, c'est comme ça. Alors, quand on interroge le ministre, il nous dit, oui, mais vous avez une mauvaise vue parce que la prévention, c'est essentiellement l'assurance maladie. Alors, vous allez sur le site de l'assurance maladie, puis vous regardez tous les items, hein, prévention et dépistage des cancers, vaccination, SOFIA, accompagnement des maladies chroniques, etc. Si on déroule un peu prévention et dépistage des cancers pour voir comment on prévient les cancers, en détail, vous allez découvrir le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus et le dépistage du cancer colorectal. Je suis désolée, mais en français, la prévention, ce n'est pas le dépistage. Le dépistage, c'est prendre la maladie le plus tôt possible pour éviter qu'elle n'empire, mais ce n'est pas de la prévention, ce n'est pas empêcher les gens de tomber malades. Donc, vous vous apercevez que non seulement le programme de prévention, il n'est pas lourd, mais qu'il est essentiellement consacré au dépistage. Si vous regardez un autre item, SOFIA, accompagnement des maladies chroniques, on peut savoir comment bien suivre son diabète de type 1 et de type 2, ou comment bien suivre son enfant qui a de l'asthme, etc. Mais on n'est pas dans la prévention. Enfin, si, on peut prévenir un asthmatique qui s'étouffe, mais ça serait mieux d'avoir prévu que l'air soit moins pollué pour qu'il y ait moins d'asthmatiques quand même. Ça serait de la prévention. Mais les indicateurs du budget sont quand même particulièrement révélateurs sur ce qui se passe. Donc, moi, je voulais revenir au bon sens. Si vous avez un enfant, s'il a un bocal, et si dans le bocal, il y a un poisson rouge, et que son poisson rouge commence à avoir tendance à nager de côté, à donner des signes de faiblesse, que fait l'enfant? Il dit, maman, il faut changer l'eau, maman, il faut changer la nourriture. Eh bien, chez nous, le ministère de la Santé, il ne fait pas ça.
ils donnent des médicaments aux poissons. Et les poissons, c'est nous. Donc voilà, on a un ministère de la Santé qui devrait s'appeler le ministère des Soins. Et il en faut. Et le pilotage de l'hôpital et la médecine générale et la pharmacie et les labos, tout, il en faut. Mais ce n'est pas un ministère de la Santé, c'est un ministère des Soins. Et ça serait important qu'on revienne un petit peu au bon sens. Alors, comme c'est le ministère des Soins, eh ben, on va regarder un petit peu les sujets de la santé et de l'environnement. Alors, je vous ai mis quelques horreurs pour vous mettre en appétit, hein, tout ce qui se balade un petit peu autour de vous, etc. Et puis, le mot global, c'est perturbateur endocrinien. Donc, perturbateur endocrinien, quand on va à l'école, on nous apprend bien le cerveau, les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs, ça, on étudie bien ça. Hein. Mais les messages chimiques qui passent dans le corps, on les apprend pas tellement. Et du coup, on n'est pas très sensibilisé au fait que quand notre environnement comporte des molécules qui, si elles pénètrent, peuvent brouiller les messages chimiques qui passent à l'intérieur de notre corps, on peut avoir de gros problèmes de santé. Mais bon, à l'occasion de mon rapport que j'avais fait sur les polluants domestiques en 2008, il y a un monsieur qui s'appelle Rémi Besson. Il est chirurgien pédiatre urologue à Jeanne de Flandre à Lille. Et il a demandé à être auditionné. J'ai dit, mais monsieur, je sais que l'hôpital va mal, mais ce n'est pas mon sujet. Moi, je travaille sur la pollution de l'air intérieur. C'est pas... Si, je veux venir, je veux venir. On l'a auditionné. J'étais avec mon administrateur qui prenait des notes. Mon administrateur est sorti. Les diapositives qui nous étaient projetées d'enfants sans sexe déterminé, de nourrissons avec des vulves renversées, de phimosis, ça c'est pas très grave, de corps non développés à l'extérieur pour les petits garçons, d'appareils urogénital atrophiés, etc. C'était vraiment l'horreur absolue. Il nous a expliqué que sa consultation était multipliée par 2 vu la fréquence des cas, que les plus atteints étaient les agriculteurs, étaient aussi les végétariens qui ne mangeaient pas bio. Parce que les végétariens qui ne mangent pas bio, ils se prennent double dose de pesticides. Et quand on est agriculteur et qu'on a un petit bébé, et que le petit bébé ne peut pas s'appeler Sophie ou Marcel, et que le voisin il dit alors c'est un garçon ou c'est une fille, eh ben c'est la dernière des choses pour les gens. C'est pas encore un problème très médiatisé, etc., très connu. Donc on opère ces petits bébés, mais c'est des choix très cornéliens parce qu'il faut quelquefois choisir une orientation et au nom de quoi on choisit une orientation ou bien on les laisse grandir. Ça, c'est un problème de départ. Le deuxième problème de départ, c'est des désordres hormonaux qui provoquent des cancers du sein des petites filles dès 12 ans. Et le troisième désordre, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération à la manière des dégâts qu'avait fait un vieux médicament qui s'appelait le Distilbène, que certaines femmes avaient consommé et dont les filles et les petites filles sont atteintes aujourd'hui. Donc voilà les sympathiques perturbateurs endocriniens qui, bien sûr, tiens, pourquoi on est revenu à la plante? Ah oui, d'accord. Bon, non. Il fait des drôles de choses, hein. Moi, je ne voudrais pas dire, mais voilà. Donc, vous avez tous les produits domestiques, vous avez tous les pesticides qui sont pulvérisés, largués à main nue dans les champs, etc., et qu'on retrouve même quand ils sont encore interdits. Vous avez toutes les voies d'entrée, hein, par la bouche, par la peau, par le nez, etc. Les médicaments, bien sûr, qui en contiennent, votre poêle Téflon qui chauffe trop fort. Enfin, c'est plus possible de les éviter. Les femmes enceintes étant les premières concernées à la 4e, 5e semaine de grossesse, à l'époque où on le sait à peine qu'on est enceinte, et à l'époque où le tonton vient en disant je vais repeindre la chambre du bébé et où ça sent les solvants, c'est vraiment le dernier moment où il faut se mettre à sortir les solvants, les peintures et autres réjouissances. Alors, on a ce qu'on respire, ce qu'on touche, ce qu'on mange, et il y a quand même des parlementaires qui font leur travail.
Donc, il y a un parlementaire de la majorité Macron qui s'appelle Richard Ramos, qui a décidé de se battre contre les nitrites dans la charcuterie. Et donc, il a fait des auditions, tout ça, il s'est bien battu et il n'a pas molli, hein, il a écrit les additifs nitrés jouent un rôle dans l'effet promoteur des charcuteries dans le développement des cancers colorectaux. Alors, je vous passe le rapport, mais il y en a des tartines et des tartines pour montrer qu'effectivement, c'est un vrai problème, les nitrites. Et donc, quand est arrivée une loi sur l'alimentation, il a dit bah, c'est très bien, je suis de la majorité, j'ai des copines qui ont co-signé le rapport, on va déposer des amendements pour mettre des plafonds aux nitrites dans la charcuterie. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, l'ANIA, qui est l'association qui regroupe tous les producteurs alimentaires, dans laquelle il y a Coca-Cola, Nestlé, etc. L'ANIA s'est mobilisée, elle campe à côté du ministère, et puis elle a écrit, alors vous avez la liste des destinataires, hein, Madame Pompili, Monsieur Bruno Le Maire, Madame Roselyne Bachelot, Monsieur Julien de Normandie, et ben les nitrites, ils restent dans la charcuterie, et puis voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que le poids de la cogestion du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation avec les fabricants de saloperies, c'est un vrai problème pour votre santé. Alors, votre thème, là, c'est les écosystèmes sur tout votre programme de conférences, etc. Mais tant qu'on considérera l'être humain et ses petits bobos et sa petite tumeur et le médicament qui soigne sa petite tumeur, sans considérer qu'on est un être vivant qui baigne dans ce qui respire, ce qui mange, ce qui touche, eh ben, on n'aura pas une qualité de santé. Sans compter la propagande, parce que évidemment, Nestlé, Ferrero et tout ça se battent à chaque fois qu'on veut empêcher les publicités auprès des émissions pour les enfants sur les produits sucrés ou gras, etc. Et ils gagnent. Le problème pour moi, c'est qu'ils gagnent. Je vais prendre un sujet un petit peu pointu, mais qui est intéressant parce que, bon, la diapo est de très mauvaise qualité, mais ça vient de l'UFC Que Choisir, qui s'est affolé sur le taux de cadmium dans notre alimentation. Alors, je ne suis pas d'accord du tout avec la deuxième assiette, parce que moi, je ne mange jamais des chips en même temps que des noix de Saint-Jacques. Mais bon, c'est assez bizarre. Néanmoins, ils ont simulé quelques repas, ils ont fait les taux de cadmium absorbés. D'où vient ce cadmium? Il vient de certains engrais qui se transfèrent aux plantes, qui se transfèrent aux aliments et qui se retrouvent aussi dans l'eau qui arrive à la mer et qui nourrit les coquillages, etc. Or, ce cadmium, nous absorbons chaque jour environ 136%, d'après le calcul de l'UFC, de la dose tolérable. Et alors là, on a une agence qui s'appelle l'ANSES, qui s'occupe de notre santé, de l'environnement et même de la santé au travail, qui a proposé des valeurs limites et qui a dit là, il faut interdire les engrais qui contiennent trop de cadmium, on est en train d'empoisonner toute notre population, ou alors vraiment mettre un plafond, quoi. Et que croyez-vous qu'il arriva? Ben, l'ANIA est allée à l'Union européenne et les taux qui ont été acceptés sont 3 fois ceux qu'avait déterminé l'expertise de l'ANSES. Donc, vous voyez, ce peuplement des lobbies, c'est vraiment une catastrophe. Je prends un autre exemple, c'est ce qu'on respire. Alors, il y a Borloo qui a eu une excellente idée à un moment donné. Il a dit on va donner des bonus aux voitures qui consomment peu et des malus aux voitures qui consomment trop. Sauf qu'en se limitant à ce critère de volume de consommation, on a provoqué une explosion en France de la vente des diesels. Parce qu'un diesel, ça ne consomme pas beaucoup. Et du coup, on a provoqué une explosion des particules fines. Globalement, on avait moins de CO2 et plus de particules fines, quoi. Donc, cette mesure n'a pas été efficace. Du coup, j'ai fait une vilaine photo de Paris, là, pour vous montrer ce que ça peut être. Et puis, je suis désolée, mais je vais vous faire de la couleur, là. Pollution de l'air aux particules fines. Vous voyez qu'on a le teint un peu rouge, là-haut, hein.
On n'a pas de chance dans notre région. Alors, cette carte n'a pas de valeur puisque c'est un jour donné, un dimanche, un lundi, ça change tout le temps. Mais je peux vous dire que vous pouvez regarder tous les jours. Malgré tout, on est toujours les lauréats, hein. On est toujours très gâtés. Dans ma région maintenant, en Charente-Maritime, les gens se battent parce qu'autour de La Rochelle, il y a une petite commune où les cancers pédiatriques sont nettement supérieurs à la moyenne nationale et où on trouve un produit, le prosulfogarbe. Et la Chambre d'agriculture, La Rochelle s'en est émue, l'agglomération de La Rochelle s'en est émue. Et les agriculteurs ont communiqué en disant, mais, enfin leurs représentants, nous respectons les normes. Mais c'est vrai, ils respectent les normes. Sauf qu'à chaque fois qu'on veut abaisser les normes ou qu'on veut limiter la distance à laquelle ils ont le droit d'épandre des pesticides, ils campent au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour que ces nouvelles normes ne viennent pas. Donc, on continue à manger du prosulfogarbe. Alors, si vous regardez le niveau d'exposition aux 6 types de pollution étudiés sur l'ensemble du territoire, soyons pas radins, prenons toutes les pollutions et regroupons-les, eh ben on est encore les lauréats. Bon, visiblement, Rouen, ils sont un petit peu gâtés aussi, hein. Alors, on va prendre d'autres trucs. La carte de surmortalité des cancers en France. Alors, il y a les hommes, il y a les femmes. Ah ben, on est encore les lauréats. Donc, vous prenez des indicateurs très différents, on est encore les lauréats. Et donc là, Santé publique France s'en est quand même un petit peu ému. Et comme ils s'en sont émus, ils ont publié, ils ont dit les Hauts-de-France sont la région globalement la plus touchée. Ils ont énuméré les cancers et ils ont dit une partie importante de ces cancers en surincidence dans les Hauts-de-France présente certains facteurs de risque en lien avec le mode de vie, comme les consommations de tabac, d'alcool et la surcharge pondérale. Et je suis d'accord avec eux, l'alcool provoque le cancer, le tabac provoque le cancer, la surcharge pondérale provoque le cancer, mais dire qu'il n'y a que ça, il faut quand même être culotté. Alors du coup, on va avoir une autre carte colorée, celle des nourrissons, avec la bronchiolite. Alors cette carte est issue de Santé publique France. Vous voyez qu'on est encore les lauréats pour la bronchiolite. Et à la semaine, je ne sais plus combien, de l'épidémie, ça, c'est les cartes de SOS Médecins. Vous voyez qu'on a été les premiers gâtés. Après, ça s'est répandu. C'est une maladie qui vient d'un microbe, ça s'est répandu. Mais néanmoins, on a une forte sensibilité, on a été gâtés sur ce sujet. Alors, moi, je dis à Santé publique France, il faudrait communiquer quand même. Il faudrait dire qu'il faut que les nourrissons arrêtent de fumer, de boire, hein, et de manger trop de biberons. Hein, parce que voilà le résultat quand même, c'est scandaleux. Alors heureusement, il n'y a pas que le ministère de l'Agriculture, il y a des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont des gens qui ont le courage de faire le boulot de ce que devraient faire les institutions quand la coupe est vraiment pleine. Et quand la coupe est vraiment pleine, ils sortent du bois et ils parlent. Alors, on a toujours le même mécanisme, hein. C'est une espèce d'indignation personnelle et ils parlent. Il leur arrive ensuite des punitions, hein, des bricoles diverses et variées. Leurs organismes employeurs ne les soutiennent pas. Ils vont quelquefois au tribunal. Leurs collègues prennent des distances avec cette qui empêche de tourner en rond. Et puis, quelquefois, ils gagnent. Alors, ça a été le cas d'André Cicolella, qui a dénoncé les 4 éthers de glycol les plus dangereux. Il a, lui, été licencié. Hop! Heureusement, il a été, par une décision de justice, 5 ans après, réintégré dans son poste. Inutile de vous dire que l'INRS qui l'abritait ne l'a pas accueilli à bras ouverts et lui a fléché immédiatement la porte d'un gentil placard. Christian Vello, qui était un chercheur qui utilisait quotidiennement des OGM, s'est associé à des colloques pour faire de la pédagogie, pour expliquer ce qu'est un OGM. À cette époque-là, ses explications, c'était simplement de dire comment ça marche. Et il disait, vous savez, c'est pas très précis.
On balance ces OGM, on ne sait pas trop où ils vont atterrir sur la plante, puis on regarde ce que ça fait et tout ça. Il voulait juste montrer l'imprécision, la fragilité du système. Hop, il a plus de sous du CNRS et dans la restructuration de l'université, son labo a été fermé. Ils avaient oublié sa salle. C'est intéressant. Pierre Ménéton. Pierre Ménéton est un chercheur à l'INSERM. Il fait une communication publique en disant le sel tue à cause des maladies cardiovasculaires, etc. Puis il explique bien tout. Les salines du Midi l'attaquent en justice pour diffamation et atteinte au profit éventuel des salines. Eh bien, l'INSERM ne le défend pas. Il a dû se battre tout seul, prendre un avocat, etc. Il a gagné, mais quand même, c'est pas réjouissant. Robert Bellet fait des expériences sur les oursins. Dans la multiplication de la cellule œuf, il s'aperçoit des effets du glyphosate et il les dénonce immédiatement en disant « mais c'est une saloperie, c'est dangereux, c'est mutagène, tout ça ». Il va d'abord recevoir des invitations de Monsanto, restaurant, tout ça, où il ne se rend pas. Dans un deuxième temps, il va recevoir des avertissements de son organisme de recherche qui lui dit « écoute, tu n'es pas là pour parler du cancer et des mutations, tu es là pour t'occuper des oursins. Hein, ça n'a rien à voir, le glyphosate et tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cancérigène et tout ça ?» Et pareil, il a dû se battre et il n'a plus jamais été éligible au financement de certains programmes de recherche. Ensuite, vous avez Irène Frachon, ça, elle ne s'occupe pas d'environnement, elle s'occupe des médicaments, mais je l'ai quand même mise parce que c'est une pneumologue courageuse qui a osé dire que le Mediator contenait du benzofluorex et que le benzofluorex, au travers d'un autre médicament, avait été interdit, donc c'est une amphétamine, donc c'est ça qui tue les gens, qui provoque des hypertensions pulmonaires, etc. Et ben, on a pas mal bavé aussi, et surtout si vous allez voir le film La fille de Brest, vous verrez comment devant notre agence du médicament, qui s'appelait à cette époque-là l'AFSAPS, eh bien, elle est ridiculisée. Les grands experts lui disent « mais madame, vous n'y connaissez rien, mais madame, vous êtes une petite pneumologue du bout de la Bretagne, là, arrêtez, vous n'y connaissez rien. » Et quand elle sort un livre, parce qu'elle n'arrive pas à faire valoir par les circuits officiels son truc, quand elle sort un livre, son livre est mis sous scellé à la demande du laboratoire Servier. Donc, bon, les lanceurs d'alerte sont courageux. Et enfin, dans ma région, il y a une jeune femme qui s'appelle Valérie Murat. Valérie Murat, elle a une idée de génie, elle a analysé le vin qui se trouve dans les bouteilles marquées haute qualité environnementale. Parce qu'elle, elle fait du bio et elle n'était pas contente de la confusion pour le consommateur entre haute qualité environnementale et le bio. Et elle a trouvé plein de pesticides à l'intérieur. Donc, elle l'a publié sur son site, les pesticides qui sont dans le vin de haute qualité environnementale. Alors, elle a été condamnée en justice à 125 000 € de ses propres moyens pour diffamation et atteinte à la compétitivité du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Alors, on a étudié son cas parce que moi, j'ai fait une loi sur les lanceurs d'alerte, donc elle aurait dû être protégée. Et on a bien étudié son cas. En réalité, elle a été imprudente dans son vocabulaire. Elle a dit à certains moments, mais ils assassinent les gens, ces gens-là. Et toutes ces imprudences, eh ben, ont fait qu'on n'a pas pu la défendre en tant que lanceur d'alerte. Alors, on lui a dit, mais c'est pas grave, Valérie, tu vas faire appel. Eh bien, il y a un nouveau texte qui est passé, que je n'avais même pas vu passer, c'est que vous ne pouvez pas aller en appel si vous n'avez pas payé la peine à laquelle on vous a condamné en première instance. Donc, on a fait une cagnotte, on en est à 105 000 €. Donc, on a déjà rassemblé pas mal de sous, mais tant qu'il n'y a pas les 125 000, elle ne pourra pas aller en appel. Donc, voilà ce qui arrive aux lanceurs d'alerte. Je voulais vous le dire parce que ce sont les seuls qui s'aperçoivent que l'être humain, il est dépendant de tas de trucs extérieurs et eux, ils tirent la sonnette d'alarme chaque fois qu'il y a un truc extérieur qui nuit à notre santé. Ils ne sont pas accompagnés par leurs institutions,
ils sont fragilisés par différentes méthodes. Non, ça c'est une erreur, ça c'est pas un problème. Ils sont fragilisés par différentes méthodes et ensuite, si jamais ils gagnent médiatiquement, alors vous allez vous apercevoir que le Parlement, sur demande de députés, de sénateurs ou du gouvernement, va se mettre quand même à faire des lois contre le glyphosate, contre les éthers de glycol, contre le bisphénol A ou des choses comme ça. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en route. C'est que les fabricants de ces produits vont inonder les publications scientifiques de travaux de recherche qui prouvent que ces produits ne sont pas dangereux. Et comme nos agences d'expertise ne font pas d'expérience, mais se contentent de moissonner la documentation scientifique, et ben pour 2-3 études indépendantes qui disent ce produit est cancérigène, mutagène, vous avez les études suggérées par Monsanto, Nestlé, tout ce que vous voulez, qui disent le contraire. Et vous avez nos agences d'expertise qui nagent un peu. Et derrière, eh bien, les lobbies interviennent auprès des ministères et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font retarder l'application des lois. C'est ainsi que la France a réautorisé 3 ans de suite les néonicotinoïdes pour servir les betteraviers du Nord-Pas-de-Calais et que l'Union européenne vient de leur taper sur les doigts en disant c'est terminé. Donc là, on ne pourra plus. En revanche, l'Union européenne vient de prolonger l'autorisation du glyphosate qui qu'on espérait voir interdit. Alors, je voulais aussi attirer votre attention. Tout à l'heure, je vous ai montré des cartes sur les injustices territoriales, qui sont aussi des injustices sociales. Eh bien, on avait un assistant, je peux dire son nom parce qu'il est passé sur France Culture pour raconter ça, qui s'appelait Enzo Poultrenier, qui a fait Sciences Po, mais qui vient d'une famille très modeste, qui est obèse. Et il a participé à une émission de France Culture qui s'appelle Place au Gros. Et il expliquait que quand, avec ses parents, il allait à la banque alimentaire, à l'époque des excès, des surplus de l'Union européenne, eh bien, il repartait avec des dizaines et des dizaines de plaquettes de beurre. Et que le plaisir de cette famille modeste, c'était de faire des pâtes avec une demi-plaquette de beurre qui inondait toutes les pâtes, des tartines qu'on beurrait, et que toutes les sucreries, les saloperies, le beurre, etc., étaient abondamment livrées dans toutes ces banques alimentaires. Et ça continue, il y a moins de surplus, donc on est tranquille, mais ça continue quand même un peu. Vous pouvez aller aux banques alimentaires, si vous faites le boulot, la galère, c'est de trouver des légumes, des fruits, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ça l'eau de pauvre. Bon, on leur file le pire de l'alimentation. Bon, et puis, on a vu l'air, on a vu l'eau. Ici, Francis s'est rendu célèbre en passant sur France 3 pour nous parler des pollutions par les métabolites des pesticides. Et là, il nous a expliqué que les machins, ils arrivent de 50 km plus loin et qu'ils ont été mis 50 ans avant. Et que donc, si des mesures sont prises aujourd'hui qui interdisent ces produits, ben, ça ne changera pas grand-chose parce que les cochonneries que vous avez mis il y a très longtemps, nous allons encore longtemps les récolter. Alors là, il y a eu un truc assez amusant d'ailleurs, c'est que quand l'agence de l'eau ici s'est rendue compte de ça, eh ben, elle a dit, oh là 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 là, mais je vais rassurer les maires parce que les maires voyaient arriver l'analyse des eaux distribuées dans leur village avec des taux phénoménaux. Donc, l'agence de l'eau, elle a dit, bon, bah, on va faire des taux comme ça sera bien, ça sera 0,44 microgrammes par litre, etc. Et une semaine après, au niveau national, il est sorti un taux de 0,3. Alors, c'était la panique, donc l'agence de l'eau est devenue très subtile dans ses communications en distinguant l'eau potable et l'eau contenant des choses qui pourraient être impropres à la consommation. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et bon, de toute façon, ils sont pas prêts de s'en sortir parce qu'on n'a pas inventé la baguette magique.
En dehors de l'eau, de ce que vous respirez, de ce que vous touchez, etc., ben, je voudrais parler de vos copains et de vos copines, c'est-à-dire tous les autres êtres vivants sur Terre, dont on a un vrai problème religieux pour faire admettre que notre survie, notre vie dépend complètement de ces animaux et de ces plantes qui vivent avec nous sur la planète. Mais quand on a voulu faire la charte de l'environnement, Robert Badinter, qui est un homme que par ailleurs j'estime, il était contre. Donc il est monté au créneau et il a plaidé en disant: nous ne pouvons pas écrire la phrase attendu que notre vie dépend du bon état des écosystèmes, puisque ceci contrevient à nos engagements constitutionnels de laïcité et que dans notre République, au nom de la laïcité, nous devons respecter les croyances de toutes les religions et que comme en France, il y a plein de catholiques qui croient que leur vie dépend de Dieu et non pas du bon état des écosystèmes, tout le groupe socialiste votera contre la charte de l'environnement. Donc on a des problèmes de culture. On a aussi des problèmes d'académie des sciences, parce que ça fait 200 ans qu'ils sont intimement convaincus que les découvertes techniques, technologiques, scientifiques vont nous sauver de tous les malheurs qui peuvent nous arriver. D'ailleurs, vous l'avez vu, sur le changement climatique, en ce moment, il y a plein de gens qui développent des astuces, quoi, des grands parasols qu'on va mettre au-dessus des nuages, ou bien du carbone qu'on va arriver à enfouir avec une machine pour comprimer, etc. On est dans la fuite en avant technologique, on est dans l'intime conviction qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver une solution, alors qu'on a délaissé depuis 200 ans les études de biologie, de sciences naturelles, d'écologie, d'environnement, et qu'aujourd'hui, si vous dites à un gamin, tu te rends compte, il n'y a plus de courtilière et il n'y a plus d'orvée, mais il ne sait même pas de quoi vous lui parlez, puisqu'on ne lui a jamais enseigné ce que c'est. Puis de toute façon, si on avait voulu en montrer, il aurait fallu que les profs de sciences nat soient très malins pour aller en chercher. Donc, on a une espèce d'insensibilité à ce monde vivant qui nous entoure, sauf quand il nous arrive une bricole, comme le Covid. Et alors là, d'un seul coup, les journalistes ont trouvé le coupable, c'était le pangolin. Et là, soudain, on s'est dit, ah, mais oui, le pangolin, les Chinois, pour lui, avec un petit peu de racisme, les Chinois, ils mangent n'importe quoi, ils mangent des pangolins et ils ont ça sur les marchés. Sûrement que c'est passé par là. Donc, c'était le coupable idéal. Ensuite, on a trouvé d'autres coupables avec de l'argumentation scientifique de qualité, puisque les chauves-souris sont parmi les rares espèces qui se passent les virus sans exprimer la maladie d'une espèce à une autre. Elles sont compatibles, mais elles ont un gène spécial qui fait qu'elles n'expriment pas le truc, mais c'est compatible d'une espèce à l'autre. Donc on s'est dit, ça, c'est des bons clients. Et puis finalement, on a ressorti les travaux de tas de chercheurs, essentiellement issus des écoles vétérinaires, qui se battent depuis des années pour dire que la problématique des pandémies, qui touche l'homme, elle est complètement adossée à la diversité biologique qui nous entoure et que depuis le temps qu'on rase des écosystèmes, qu'on détruit une forêt, qu'on contamine une eau, etc., on a un appauvrissement global du nombre d'espèces et du nombre d'individus dans chaque espèce. Donc cet appauvrissement, bon, on pourrait dire, ben, j'en ai rien à faire, puisque bon, ça ne me concerne pas, au contraire, ces sales bêtes nous ramèneront moins de maladies. Eh bien, pas du tout, parce que les germes, les virus, les bactéries se répandent, ce qu'on appelle l'effet de dilution, se répandent sur toute la diversité biologique de la faune. Et globalement, ça reste à peu près à sa place, sauf
Si vous êtes un orpailleur qui va au fond de la forêt amazonienne gratouiller sous les arbres et qu'il y a des tiques qui vous tombent dessus, là, vous pouvez essayer de trucs. Sauf si vous exploitez du bois rare au fin fond de l'Afrique, et ben là, vous vous chopez l'Ebola qui normalement restait chez telle espèce de singe, etc. Eh bien, ce qu'on a fait avec notre huile de palme et compagnie en Orient, c'est la destruction complète de tas d'écosystèmes, c'est la disparition complète de tas d'espèces, et on observe, on ne sait pas encore bien comment ça marche, mais on observe que dans ce cas-là, la dilution des hôtes ne fonctionne plus, que les virus se réfugient dans les espèces qui restent, et que les espèces qui restent sont des espèces souvent riveraines des bords de forêts, des bords de villes, etc., qui rencontrent les humains et qui leur donnent la ch'touille. Voilà. Et c'est pas fini. Donc la pandémie qui nous a touchés, c'est un exercice de style, mais on en aura d'autres. On en aura d'autres si on continue à détruire complètement les écosystèmes. Mais comme les énarques, les X-Minpon, etc., on leur enseigne pas ça, bah, eux, ils continuent à... Voilà, je suis à l'hôtel Ibis à côté de la gare, je suis arrivée de nuit et j'ai ouvert mes rideaux ce matin. Il y a 3 grues, il y a du béton, ça se déverse, on est en train de construire un truc gigantesque. L'artificialisation continue à fond, à fond, à fond. La compétitivité continue à fond et les espèces disparaissent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il serait temps de réagir si on veut sauver notre santé sur le phénomène de la dilution. Il y a l'excellent livre de Marie-Monique Robin et de Serge Morand, qui est l'initiateur du concept One Health, c'est une seule santé humaine et animale. Donc, le livre La fabrique des pandémies, qui a donné lieu à un film qui a déjà reçu 11 prix. Il est d'une très, très grande... Bon, on a un peu mal à la tête hein, quand on suit le film, c'est un peu complexe, mais c'est vraiment d'une très, 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 très grande richesse. Alors, l'Anthropocène, si c'est le moment où on continue à tout détruire pour voir apparaître des pandémies, c'est un peu inquiétant. Et je ne vous parle pas du climat, puisque ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. En conclusion, je vous dirais qu'aborder la santé par l'aval, comme on le fait, hein, sous le seul angle de l'accès aux soins et des thérapies, bah, c'est bien pour certains. Ça génère énormément de bénéfices privés, mais ça génère aussi énormément de souffrance et ça génère énormément de dépenses publiques. Considérer l'être humain comme dépendant du monde vivant et de l'état de son environnement et considérer la santé comme un capital à préserver, ça appellerait à une vraie refonte des lieux de décision. Alors, par prévention, il faudrait revoir le ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, dont toutes les aides ne seraient plus orientées vers la seule santé de leur secteur d'activité, mais seraient conditionnées par des indicateurs de santé sur ce qu'ils provoquent dans la société. Et par précaution, il faudrait que les écosystèmes, même lointains, soient préservés afin d'y garder la plus grande variété possible d'êtres vivants à nos côtés. On a mis 3,5 milliards d'années pour exister, se caler, pousser la chauve-souris, repousser le singe dans sa forêt, trouver à manger, se nourrir de certains animaux, etc. On s'est calé, Homo sapiens, il s'est calé dans cette mosaïque, quoi. Et puis d'un seul coup, Homo sapiens, avec ses capacités technologiques, c'est la démesure, quoi. Ce qu'on a mis sur Terre aujourd'hui de fabriquer, pèse plus lourd que l'ensemble de la vie sauvage. Ce qu'on a mis sur Terre en béton, en bois construit, etc., ça pèse plus lourd que l'ensemble de la vie sauvage. Alors, si l'Anthropocène, c'est ça,
ça ne nous offre pas des perspectives intéressantes et sympathiques. Donc, je voulais juste vous faire un plaidoyer pour qu'on soit un petit peu plus en harmonie sous nos arbres et puis qu'on en mesure tous les bénéfices et qu'on essaye de faire fin à ces lobbies qui font de la cogestion au plus haut niveau de l'État et du Parlement et qui nous empêchent de faire émerger les politiques de prévention parce que ce sont des politiques qui tuent les bénéfices privés, les cotations en bourse, etc. Et ça rayonne même sur l'université, puisque ce souci de compétitivité amène à développer des indicateurs qui classent les universités par rapport aux autres, qui se font le champion des royalties, des brevets obtenus par telle ou telle université, et qui oublient la transmission du savoir et l'enseignement de l'écologie et de l'harmonie avec l'environnement qui nous entoure. Voilà. Écoutez, vous dénoncez dans des plans qui veillent à l'alimentation des habitants d'une métropole la façon dont les plaquettes de communication finalement favorisent une certaine agriculture ne mettant pas en évidence les qualités de l'autre, etc. Et aussi comment un label pourrait avoir des niveaux, etc. Je vous invite à aller sur le site du ministère de l'Agriculture et à lire les critères de ce label HVE. C'est assez intéressant. Si vous appliquez ça à votre permis de conduire, c'est je jure de ne pas dépasser les vitesses limitées, je jure de ne pas franchir les feux rouges et je ferai très attention aux piétons qui traversent. C'est-à-dire que c'est presque un respect scrupuleux des normes, mais ce n'est pas tellement des efforts pour réduire les quantités, etc. Et ceux qui bénéficient de ce label sont ceux qui mesurent bien la quantité de pesticides qu'ils mettent, mais ce n'est pas ceux qui la réduisent, quoi. Voilà. Et excusez-moi, hein, mais c'est la journée, donc on peut faire une petite sortie en l'honneur des manifestants. Je regardais les débats sur les retraites, les avis des uns et des autres, et au passage, je découvre que Madame Borne nous explique qu'on va favoriser l'emploi des seniors en pesant sur les entreprises. Et je me dis, bah oui, c'est bien, elles auront des pénalités ou d'autres seront récompensées et tout ça, mais moi, je croyais que c'était celles qui embauchaient des seniors. Et non, celles qui vont avoir des pénalités, c'est celles qui ne publient pas leur indice d'embauche des seniors. Mais c'est la publication, c'est pas le fait d'embaucher ou de ne pas embaucher. Voilà. Ben là, c'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment le même esprit. Alors, moi, je fais toujours des tableaux très noirs parce que j'ai envie que tout le monde sache comment ça se passe. Et je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a fait de bien. On a fait la loi sur les lanceurs d'alerte, on est arrivé à faire plier le gouvernement sur des tas de trucs, on est arrivé à faire plier l'Europe. Donc, il y a plein de choses intéressantes, mais je ne suis pas là pour vous dire ça. Je suis là pour vous montrer les trucs qu'il faut qu'ils changent, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez quand même des bulletins de vote. Vous en avez un deuxième, c'est votre panier de courses, le lieu où vous achetez vos aliments, les exigences que vous avez sur ces aliments, etc. Ça pèse énormément. La preuve, ils sont traumatisés quand on dit du mal de leur mode de fabrication, etc. Quand nous, on a déposé les amendements anti-huile de palme, et encore, là aussi, ce n'était pas des amendements anti-huile de palme. L'amendement, il disait l'huile de palme doit être taxée par le gouvernement au même niveau que l'huile de colza et l'huile d'olive. Parce que l'huile de palme bénéficie de taxes très, très abaissées pour faire plaisir aux importations d'Indonésie. Eh bien, quand on a déposé cet amendement, il devait être mis au débat le lendemain, on a eu le gouvernement qui nous a appelés, et devinez qui nous a appelés? Le Quai d'Orsay, pour nous dire que l'ambassadeur d'Indonésie
c'était plein de notre amendement et que ça allait provoquer une crise et qu'on ne comprenait pas l'importance de ce qu'on faisait, etc., etc. Bah voilà, c'est comme. Alors à ce moment-là, on cède ou on cède pas. Nous, on n'a pas cédé, voilà, c'est tout. Mais vous avez un bulletin de vote d'une part, vous avez votre façon d'acheter vos aliments, votre façon d'acheter vos habits, etc. Et quand on cause, eh ben, ça marche. Moi, je peux vous dire que quand c'était en 2008, quand j'ai sorti mon rapport sur les polluants de l'air intérieur, il y avait les parabènes et les phtalates qu'on dénonçait vraiment massivement. Eh ben, ça a eu beaucoup de publicité. Je ne sais pas pourquoi ça plaisait aux gens, cette histoire-là. Élise Lucet m'a invité dans le journal de 13 heures, on en a parlé et tout ça. Eh bien, dans l'année qui a suivi, on a vu dans les pharmacies et les boutiques de cosmétiques apparaître des produits Nux, machin, tout ça, garantis sans parabènes, garantis sans phtalates. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit le roi est nu, eh ben, ça peut faire levier. Donc, la transparence, mais la rigueur scientifique de cette transparence, parce que si vous lancez des bobards, après, vous discréditez totalement votre militantisme. Ça pèse. Et puis maintenant, il y a des réglementations, quoi. Mais à cette époque-là, quand vous ouvriez du gel douche, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé à la place, mais c'était bourré de formol. Si vous ne refermiez pas votre flacon dans votre douche, quoi, vous aviez votre salle de bain bien remplie de formol, pendant qu'on obligeait le Muséum d'histoire naturelle de Paris à vider les 5 étages de collection souterraine de ces bocaux du formol qu'il y avait, parce que c'était mauvais pour les manipulateurs et tout ça, et de le remplacer par des trucs moins toxiques. Alors on faisait ça pour le muséum, et puis on continuait à autoriser le shampoing et le gel douche pour formuler toute votre salle de bain, quoi. Mais on y arrive pièce par pièce. Mais il y a une chose qui est décourageante, ça je vous l'accorde, surtout en tant que parlementaire qui a pas voulu cumuler dans le temps, et ben c'est que nous on est éphémères, mais les lobbies, leurs ressources humaines, c'est de la nuisance durable, quoi. Ils ont des avocats, ils sont bien installés, etc. Si vous allez à Bruxelles, regardez l'immobilier à Bruxelles. Globalement, nos députés européens, pour plus de la moitié d'entre eux, ils ont un petit studio, ça fait quelques mètres carrés, mais regardez les mètres carrés qu'ont Coca-Cola, Monsanto, BASF, etc. Mais ils campent sur place, quoi. Ils campent sur place et ils essayent d'aller tenir la plume de ceux qui font les textes, quoi. Et c'est là aussi qu'il faut travailler. Et travailler là, c'est aussi avoir des parlementaires courageux qui refusent les cadeaux, qui dénoncent les cadeaux des autres. Je suis désolée, c'est vilain de dénoncer, mais vous avez vu ce qui s'est passé à la Commission européenne. C'est quand même très important. Moi, je me suis battue pendant le Grenelle contre une mine d'or qui devait se faire en Guyane, dans un marais qui s'appelle le marais de Caux, où il y a une espèce de crocodile, de caïman aux yeux rouges, très rare, mais c'est pas pour le caïman, c'était pour l'ensemble de l'écosystème. J'avais l'oreille de Borloo, j'ai gagné. Un journaliste guyanais m'a averti que Estrosi, ministre de l'Industrie, montait dans l'avion pour donner le premier coup de pioche de la mine d'or alors que j'avais gagné. On a réveillé Kosciusko Morizet la nuit, qui a réveillé Sarkozy la nuit, qui a empêché Estrosi de monter dans l'avion. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont du culot, quoi. Même si c'est interdit tout ça, ils y vont quand même. Et dans un deuxième temps, l'amicale des parlementaires entre les Canadiens et les Français a organisé une réunion au Sénat à laquelle j'étais invitée, et une dizaine de sénateurs, pour leur démontrer qu'ils allaient faire un deuxième projet de mine d'or très propre, etc. Et qu'ils invitaient tous les sénateurs présents, tout frais payés, à venir en Guyane avec leur famille, voir comment ça se passerait. Et qui mettraient 10% de leurs bénéfices au profit d'associations environnementales. Donc, je leur ai demandé, mais c'est quoi les associations environnementales en question? Et ils m'ont répondu, mais vous nous donnez les noms, on leur verse. J'arrose mes amis et c'était pas un problème. Et vous voyez, les lobbies, ils sont prêts à tout, quoi. Cadeau, menace, cadeau, menace, cadeau, menace, quoi. Mais il faut tenir bon.
Il faut, voilà. Voilà, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, il faut les prendre par tous les bouts, mais j'ai pas la solution miracle ou le char d'assaut pour aller basculer ce lobby. Je trouve que c'est exagéré de dire que Big Pharma rédige tout quand même. Je pense que, écoutez, noir pour noir, je pense que le ministère de l'Agriculture est encore plus infiltré que le ministère de la Santé. Mais sur le médicament, les bénéfices sont considérables et le drame, c'est que ce sont les mêmes qui fabriquent les produits pesticides qui provoquent les maladies, dont ils fabriquent les médicaments que vous retrouvez dans votre perfusion quand vous êtes en chimiothérapie. C'est la même étiquette. C'est la même étiquette. Pas tout, non, il ne faut pas exagérer. Pas exagérer. Les hôpitaux ne sont pas. Non, je pense pas quand même. Mais Pas en tant que quel terme au pharmacien. de. En tant quel terme au pharmacien. Oui, non, mais je sais bien. Après, les gens n'appliquent pas non plus, hein. On a fait voter un texte dans la loi recherche pour que. Je viens de vous dire, on a fait voter dans la dernière loi recherche un texte pour que dans toutes les universités de formation en pharmacie et en médecine, il y ait des cours sur l'éthique, la déontologie et prévoir, se prémunir des corruptions, etc., quoi. La loi Xavier Bertrand a déjà permis des petits éléments de transparence, des cadeaux aux médecins et des colloques financés par les organismes de pharmacie et autres. Et il faut continuer, il faut aller plus loin. Vous avez vu qu'il y a des médecins qui viennent de se faire prendre la main dans le sac, je ne sais plus pour quel bénéfice qu'ils touchaient. Non, c'est des pharmaciens. Pour mettre tel et tel produit en avant plutôt que d'autres, etc. La transparence, c'est quand même c'est comme l'ail avec les vampires, hein, ça fait le ménage quand même, hein, ça fait le ménage. Et puis, quand il y a eu le scandale du Mediator, eh ben, on a remis à plat l'agence du médicament qui était présidée par Marimbert. Et Marimbert était un homme qui m'avait dit, moi vivant, votre loi sur les lanceurs d'alerte ne passera jamais. Alors, quand il a sauté, je peux vous dire que ça m'a fait plaisir. Et Marimbert, c'est l'homme qui a accepté que quand un médicament est mis sur le marché, il y a la commission d'autorisation de mise sur le marché, mais il y a une autre commission qui regarde tout ce qui remonte du terrain pour voir s'il y a des effets secondaires, etc. Eh bien, qui siégeait dans cette commission? Le représentant des industries, le LEM, c'est le syndicat de toutes les industries fabricantes de médicaments, et qui le LEM avait délégué le jour de l'autorisation nouvelle du Mediator, Servier, et c'était pas Servier personnellement, c'était CETA, un de ses directeurs qui vient d'être condamné à 4 ans de prison avec sursis dans le procès qui vient d'avoir lieu et qui n'est pas fini, dans lequel les victimes vont toucher chacune 40 000 euros. Est-ce que vous savez qu'il y a 20 000 décès suite aux effets secondaires? Que 20 000 décès par an en France suite aux effets secondaires. Ah ben ça ne m'étonne pas du tout, mais c'est fait pour ça, les remontées. Tout ce que l'on fait, si vous parlez de stratégie, le plan national santé-environnement est une réussite au niveau de ces items, de ces stratégies successives d'action et tout ça. Mais le plan national santé-environnement en est à sa 4e édition et chaque fois qu'on en sort un nouveau, on regarde le bilan du plan précédent. Et William Dab, qui a été un très grand directeur de la santé au ministère, a déclaré mais c'est une catastrophe, quoi. Dans le Nord, on dit les diseux et les faiseux. Hein. Et ben, il y a plein de bonnes choses dans le plan national,
mais les crédits mis en place pour les mettre en œuvre sont beaucoup trop faibles. Et puis, si vous dites aux gens, faut pas boire, faut pas ceci, faut pas cela, mais que vous continuez à autoriser des entreprises qui répandent dans l'environnement des gens des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et le plan santé-environnement n'agit pas sur ces entreprises. Il agit sur de l'information et il agit sur l'environnement que maîtrise le citoyen. On lui dit ne consommez pas ça, évitez de respirer ça, évitez tout ça. Mais on en est à un point où c'est un chercheur suédois, son nom m'échappe, mais qui vient de sortir son étude. Il n'y a plus d'eau de pluie dans le monde qui ne contiennent pas de pesticides. Je vais vous retrouver le nom, parce que moi, je suis pas née avec ça. C'est polyalkylé, je sais pas trop quoi. Bref, l'eau de pluie pour la première fois, voilà, le scientifique qui s'appelle Jan Cousins, Université de Stockholm, toute l'eau de la planète est contaminée par les PFAS, c'est les per- et polyfluoalkylés, c'est les produits qui viennent des imperméabilisants, des textiles traités et des mousses anti-feu. C'est-à-dire que même quand il pleut, aujourd'hui, vous prenez des cochonneries sur la tête, quoi. Où que vous soyez dans le monde. Donc c'est ça qu'il faut arriver à éradiquer, à combattre. C'est pas seulement le comportement individuel, vous mettez pas de la laque sur les cheveux ou aérer la pièce quand vous mettez du vernis à ongles, quoi. Ça dépend de nous. D'accord, je suis d'accord que le cancer et tout ça, ça vient des gens qui boivent, des gens qui fument et tout ça, bah bien sûr qu'il faut combattre ça. Et c'est massif, le nombre de cancers issus de ces mauvais comportements est phénoménal. Mais quand même, celui qui fume pas, qui boit pas et qui mange pas trop, il devrait avoir le droit à un environnement sain où l'eau qui sort du robinet, celle qui lui tombe sur la tête ou l'air qu'il respire, ne lui provoque pas des maladies très graves et mortelles. Oui, mais enfin, il y a suffisamment d'argent en France pour ne pas avoir besoin d'entamer le curatif au profit d'un préventif. À terme, si on développe des programmes de prévention sérieux, les frais induits par le curatif devraient baisser parce qu'il y aura moins de pathologies issues de cet environnement délétère qui nous entoure. Mais ce bénéfice interviendra très tardivement, quoi. Mais l'argent demandé par la prévention, c'est pas énorme, d'autant plus que c'est des mesures de compensation pour des états transitoires. Par exemple, vous allez voir les betteraviers, Macron va les arroser là, parce qu'ils vont plus avoir droit à leur néonicotinoïdes. Vos impôts, ils vont servir à quelque chose, hein, il n'y a pas de problème, hein. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de sous à un moment donné pour tarir la source, quoi, pour assurer la transition. Je veux bien l'admettre, mais c'est pas, ça coûte pas cher tout ça. C'est surtout de la rigueur et aussi des ressources humaines de contrôle. Parce que quand vous voyez en France, quand on a, ça c'est Sarkozy, Hollande, ceux d'avant et ceux d'après, hein, tout le monde trouve qu'il y a trop de fonctionnaires. Bon, sauf que quand même, dans les écoles, les parents d'élèves, ils disent, ah ben non, hein, vous n'allez pas retirer les instits, et dans les hôpitaux, avec ce qui s'est passé, les gens aimeraient bien qu'on ne supprime pas les infirmières. Donc, ils ont cherché, hein. Ben, je peux vous dire que les corps d'inspecteurs du travail, de contrôleurs d'hygiène, de tout ça, ils ont payé très cher parce qu'il n'y a personne qui a pleuré sur leur sort. Et réfléchissez à tous les scandales. Je vais en prendre deux. Un dans la finance, Cahuzac. Qui est-ce qui a levé le loup? C'est Mediapart, un journal indépendant. Le scandale d'Orpea. Qui est-ce qui a crié au loup? Un petit journaliste qui a fait son enquête scrupuleuse, qui a sorti un bouquin de tout ça, mais bon sang, mais normalement on devrait être protégé par des corps d'État qui vérifient, qui inspectent, etc.
Donc, ça, c'est fondamental quand même. Il suffit pas de faire des textes, il faut qu'il y ait des gens qui veillent à l'application. Et il y a des trucs, et on admet de plus en plus que des lois votées ne sont pas appliquées. Une des plus anciennes que j'ai connues pendant mon mandat, c'est un truc anecdotique qui ne concerne pas notre sujet, mais il y a un sénateur qui avait fait, il s'appelle Sueur, qui avait fait voter une loi disant que les pompes funèbres qui proposent des dispositifs de paiement à l'avance de son cercueil et de ses obsèques, eh bien, ne puissent plus considérer la somme accumulée comme la somme gagnée le jour où vous mourrez, mais qui devait indexer ça sur l'évolution du coût de la vie. Sinon, vous payez toute votre vie, puis le jour où votre famille va chercher les obsèques et le cercueil, on dit, oh, bah, ça va faire un bouquet de géranium et une boîte en carton. Donc, c'était tout à fait logique, cette loi. Elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Les pompes funèbres ont fait des efforts par elles-mêmes, mais pas à la hauteur de ce que disait cette loi. Donc, il y a des tas de trucs comme ça, des tolérances de plus en plus molles dans l'application de la loi. Dans ma nouvelle région, on construit des bassines, ce sont des trous pour certains de 16 hectares. Ce ne sont pas des retenues d'eau collinaires où la pluie tombe à l'automne et où on s'en sert pour l'agriculture l'été. Non, ce sont des bâches dans un trou qu'on remplit d'eau de la nappe phréatique. Ça fait des milliers, des milliers, des milliers de litres. Eh bien, ça a été financé sur fonds publics au profit de 4 agriculteurs qui ont leur bassin d'eau, qui nous piquent notre eau potable, notre bien commun, et on nous dit, ah, faut pas arroser le jardin l'été, là, hein, c'est plus possible, hein, il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. Quand ils ont fait leur bassine, évidemment, c'est tellement grand qu'il y a des oiseaux qui sont venus, des cormorans, des hérons, tout ça. Ils ont fait caca dans l'eau, ça a commencé à croupir, il y a eu de la végétation. Du coup, ça a bouché les grilles qui permettent de récupérer l'eau avec les pompes. Comme les grilles étaient bouchées, ils ont fait venir des plongeurs nettoyer les grilles. Mais là, ils ont dit, oh là là, ça commence à coûter cher, c'est pas possible. Donc, ils ont trouvé une autre solution. Ils mettent des biocides dans l'eau. Donc, on prend de l'eau de notre nappe phréatique, dont on nous prive avec nos sous, qu'on met dans des bassines, qu'on pollue pour arroser des cultures non maraîchères qui sont des maïs dont la moitié vont pour faire de l'énergie. Et le maïs est un des plus gourmands en eau, etc. Le problème du maïs, c'est pas la quantité d'eau qu'il boit, c'est qu'il boit l'été. Alors que le blé, il boit pas l'été. Le blé, il est plus sympa, il boit le printemps, au printemps. Donc, voilà des mesures absolument scandaleuses. Et j'en viens au propos que je disais au départ, la loi n'est plus respectée. France Nature Environnement a porté plainte. Ils ont gagné. Il y a eu un recours des agriculteurs et de la coordination rurale auprès d'un tribunal. Ils ont perdu. Mais les autres ont continué à remplir l'eau. France Nature Environnement a fait appel au Conseil d'État. En Conseil d'État, on a gagné. Que croyez-vous que fit la préfète? Eh bien, elle a dit qu'il faut continuer à les remplir pour empêcher que la bâche en caoutchouc, elle s'envole. Voilà. Donc là, bon, on va avoir une grande manifestation en mars, mais il y a un moment où le citoyen, il n'en peut plus, quoi. Voilà. Alors, oula. Alors, il y a Francis qui attend depuis un bon bout de temps déjà. Je voudrais rendre hommage à votre action. Vous savez, un rôle de lanceur d'alerte, très argumenté. Alors, j'ai plutôt plaidé pour le côté positif. Voilà, mais je paraît totalement légitime et courageux d'avoir comme prise, c'est le mais pour ne pas complètement désespérer, je voudrais d'abord dire que l'université, vous connaissez bien, a fait quand même un gros effort pour intégrer dans certaines disciplines la dimension éducation, prévention, santé. Alors, je citerai Christophe Limanski, qui a une vingtaine d'années d'arriver comme infirmier, et qui aujourd'hui est direct, il termine sa carrière en devenant directeur de la maison des sciences humaines de l'université de Lille, c'est pas rien, qui a fait une conférence d'ailleurs quelques semaines avant vous, et qui a vraiment incarné pendant 20 ans la dimension éducation pratique. Vous voulez dire ça, et comme témoin, puisque c'est la discipline.
La deuxième chose, c'est que vous connaissez notre région comme votre poche, j'aimerais que vous puissiez nous dire un petit mot sur l'Institut Pasteur, puisque vous avez souligné le manque de prévention. Moi j'ai regardé un reportage à l'Institut Pasteur, j'ai trouvé par rapport à la pandémie, ils ont une action courageuse qui n'ont pas été constituées par les pouvoirs publics. Enfin bref, j'aimerais un mot de le président de la région sur l'Institut Pasteur. L'Europe de la santé, je suis persuadé que vous êtes une européenne, parce que votre question est globale. J'aimerais que vous puissiez nous dire que derrière l'Europe de la santé, il y a un facteur d'espoir. La dernière chose, c'est que j'aimerais que vous expliquiez dans ce qui va, sans que vous puissiez prononcer l'OMS. Parce qu'en fait, votre exposé est dans un courant de l'OMS. Une seule santé. Vous l'avez bien dit, la santé environnementale, la santé des végétaux, des animaux et la santé humaine, ça ne forme qu'un. Et je pense que porter le combat au niveau européen et au niveau mondial, ça ne retire rien à la légitimité de votre lutte. Et d'une certaine manière, ça vous rend plus malin que le diable. Parce que ça veut dire que le diable, parce qu'il y a une vision mondiale. Il faut que la vérité, nous devons rester plus juste contre le vice, engage le combat au niveau européen, persuader que c'est européenne, que l'économie par nature est européenne, et aussi des mondialistes. Et je crois que la possibilité d'articuler ces trois échelles nous rendra ensemble plus forts pour mener des combats tout à fait légitimes sur lesquels nous avons pas. Alors, oui, je suis une Européenne. Je suis une Européenne convaincue. J'ai voté non à Maastricht parce que je pensais qu'à cette époque-là, il était encore temps de dire non et donc de changer l'Europe. Et j'ai voté oui au traité suivant où tous mes copains y votaient non parce que là, je pensais qu'il était trop tard. Et surtout, je ne sais plus, ça devait être en 2005, à cette époque-là, le mauvais traité qui a été voté, que je reconnais mauvais, mais il était meilleur que le traité de Nice d'avant. Et donc, oui, je suis une Européenne convaincue. L'Union européenne et la santé, c'est un vrai problème parce que ce n'est pas dans ses compétences. Donc, le Parlement européen, par exemple, n'a pas le droit d'intervenir sur des directives qui donneraient des directives aux ensembles des États sur la santé. La santé est une prérogative régalienne strictement nationale. D'ailleurs, quand on veut faire des choses qui frôlent la santé, aussitôt, vous avez des États qui se drapent dans leur dignité, qui disent c'est notre truc à nous. Mais, en revanche, la santé rentre par tous les bouts dans l'Europe par la compétitivité, l'industrie, la fabrication du médicament, etc., etc. Mais la santé au sens de politique sociale, ce n'est pas une compétence européenne. Sur la prévention santé, merci d'avoir rappelé l'histoire de l'université et de cette personne qui est partie à la MSH. Quand en 1993, en région Nord-Pas-de-Calais, a été fondée la maison régionale de promotion de la santé. C'était par un vice-président qui s'appelait Umberto Battiste. Et là-dedans, on faisait des choses extraordinaires, y compris sur la parentalité, y compris sur les préventions de drogue, y compris à cette époque-là sur la diffusion des préservatifs. J'ai failli tuer Maurice Schumann quand il a appris ça. Mais bon, on y est arrivé, on faisait des choses et tout ça. Donc, c'est une culture. On a des grands professeurs comme le professeur Hagenauer qui s'est énormément occupé de la pollution de l'air et qui m'a beaucoup aidé sur la pollution de l'air intérieur. Sur l'Institut Pasteur, je ne les connais pas suffisamment. Je les ai plus rencontrés à Paris, dans le cadre de l'office parlementaire qui les visite, etc. Pour moi, ça a quand même été une découverte que c'était une boîte privée. Pour moi, j'allais à l'Institut Pasteur comme on pourrait dire que le BRGM, c'est l'expert de l'État, quoi, et que c'est pas ça du tout. Et ben, le Pasteur, c'est pareil, quoi. Ils sont en compétitivité, ils déposent des brevets, ils se cachent des trucs, etc. C'est une pépinière de talent, c'est une culture intelligente. Là, au moins, on n'a pas des gens convaincus qu'avec les antibiotiques, on se débarrassera un jour de tous les microbes. Au contraire. Ils ont compris que c'est nos compagnons de route et qu'on allait les rencontrer et qu'ils allaient pas cesser de nous rendre des services. L'Institut Pasteur a piloté avec le CHR de Lille les meilleures expériences sur le biome,
l'importance des micro-organismes qu'on peut avoir dans notre intestin contre la maladie de Crohn, avec des greffes pertinentes pour sauver des gens, etc. L'Institut Pasteur de Lille, il y a très longtemps, s'est fait taper sur les doigts parce que, aux côtés de l'établissement du sang, je ne sais pas comment ça s'appelait à cette époque-là, on a été les premiers de France à appliquer la recommandation de l'Institut Pasteur de Lille de chauffer le sang quand on a eu le soupçon du sida. Moi, j'ai eu en main une lettre de l'Institut Pasteur de Paris, le comptable, hein, qui disait à l'Institut Pasteur de Lille, non mais ça va coûter cher, là c'est n'importe quoi de chauffer le sang. Alors que probablement cette mesure a permis de sauver des milliers de personnes, quoi. Donc oui, plein de talent. Après, sur son rôle, tout ça, je sais que à l'Institut Pasteur, si vous allez frapper, vous demandez un rendez-vous pour un bilan de santé. L'Institut Pasteur de Lille vous fait un bilan de santé complet sur 24 heures. Ces prestations n'existent pas partout en France, donc on est bien équipé. Pour l'OMS. Ah ben oui, l'OMS, c'est autre chose. D'abord, je voudrais vous parler de l'Europe, mais là, vous n'allez pas être content. L'ancienne présidente du conseil d'administration de l'EFSA, l'EFSA, c'est l'agence du médicament et de l'alimentation au niveau européen, elle s'appelait Diana Banati. Elle a dû démissionner en urgence parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle siégeait simultanément au conseil d'administration de l'ILSI, qui regroupe les industriels de la chimie, de la pharmacie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, dont Bayer, BASF, Monsanto, etc. Donc là aussi, il y a du ménage à faire sur les lobbies, les collusions, etc. Mais la transparence est un facteur de nettoyage. Dans le domaine de la production agricole, il peut sembler qu'il y a une contradiction. Si on veut éviter d'utiliser des produits nocifs pour les populations, ça demande plus de travail. Oui. Est-ce que la contradiction vous semble réelle et comment l'aborder? Parce que c'est aussi une question de travail. Ben, je trouve pas que c'est une contradiction avec le nombre de campagnes qui se dépeuplent. Enfin, si vous regardez les pyramides de population en France, on a de ces pointes en Île-de-France et dans les grandes villes, alors que dans les campagnes, je peux vous dire, on peut crier ouh, il y a plus personne, hein. Donc, ça serait bien de rééquilibrer un petit peu. Ensuite, vu le nombre de chômeurs, ben, on a des bras, hein, on a des bras partout. Sauf que l'appétit ne vient pas spontanément pour aller mettre des choux en terre, etc. Mais il y a aussi, donc ça, c'est quelle transition pour une agriculture moins polluante et plus employeuse. Et là, on s'aperçoit c'est possible, mais on bute sur plusieurs choses. L'enseignement dans les lycées agricoles, où viennent intervenir des gens autres que les professeurs, des gens issus des coopératives céréalières ou de l'UIPP, les fabricants de pesticides, etc. Donc déjà, former les jeunes agriculteurs au bio et tout ça. La comptabilité des lycées agricoles, ils sont sommés avec leur production d'avoir une certaine rentabilité. Ceux qui font du bio sont moins rentables, donc ils sont un peu défavorisés par rapport aux autres. Donc il faudrait simplement changer ça, puisqu'ils sont vertueux, ils n'auraient pas tout ça. Ensuite, on a des problèmes sur le bio qui sont les problèmes de validation. Pour être reconnu bio, certifié, il faut faire des tas d'analyses après la conversion et tout ça. Ces analyses coûtent cher. Donc, on vit dans un monde où celui qui ne veut pas empoisonner les gens doit payer très cher pour prouver qu'il ne veut pas empoisonner les gens. Et celui qui les empoisonne, il ne paye rien. Il y a quand même un petit problème sur le sujet. Enfin, sur la production agricole, il ne faut pas oublier que la France s'enorgueillit de sa balance d'exportation avec le blé. Et donc, on a de vrais problèmes. Par exemple, le port de La Rochelle est en train de multiplier par 2 ses infrastructures pour exporter des bateaux encore plus gros de blé, etc. Et on a fait des travaux avec les AMAP, avec l'autoproduction des territoires en Charente. Et il y a un agriculteur qui nous a dit, mais on se bat contre des géants, parce que pendant qu'on essaye de faire des trucs d'autosuffisance alimentaire autour des villages,
Le fait que le port de La Rochelle double ses infrastructures, il va appeler de plus en plus de céréaliers et on n'aura plus de terre à vendre pour les petits agriculteurs bio. Tout va être raquetté par des gros producteurs céréaliers. Donc, il y a des mécanismes lourds là-dessus. Et pourtant, cette agriculture polluante qu'on pourrait changer, c'est quand même une agriculture d'exportation, ça ne nous intéresse pas spécialement, et c'est une agriculture de surplus. C'est-à-dire qu'on a énormément de gâchis dans les cantines, de marchandises jetées dans les hypermarchés, etc. Donc il y a aussi tout cela à revisiter. À Mouansartou, en Provence, dans les Alpes de Provence, il y a un maire qui a décidé de mettre son territoire en autosuffisance alimentaire, qui a fait des préemptions sur des terres, qui a installé des jeunes maraîchers, etc., qui a fourni ses cantines en bio et tout ça, mais ben, ça devrait coûter plus cher. Sauf qu'un an avant, il a fait un travail avec sur les tables de chaque du réfectoire de chaque groupe d'élèves, il y avait des petites balances pour peser les déchets alimentaires de chaque assiette et ils ont évalué tout ce qui se jetait. Et même les élèves en ont été bouleversés, les parents aussi, et peu à peu, ils ont appris à servir les élèves, non pas à l'assiette comme ça ou comme ils veulent, mais en disant t'es sûr que tu vas le manger et tout ça. Ils ont réduit d'un tiers ce qui était jeté et le repas bio, locavore produit à côté est au même prix qu'il était avant quand c'était de la mauvaise qualité. Donc on peut le faire. Après, le faire par la contrainte, c'est pas toujours facile. Il y a un monsieur qui est pompier qui s'est ému de ça pendant le Covid en disant mais on a un problème d'ordre public. Si Internet ne marche plus et qu'on peut plus réguler les transports de marchandises, si on est obligé de fermer les hypermarchés, s'il n'y a plus les gens pour les caissières pour vendre et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment va réagir la population? Et il a travaillé là-dessus et il a fait des études et tout ça. Et quand il a passé sa thèse, il a écrit un livre sur l'autosuffisance alimentaire des territoires et il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir des maires pour les sensibiliser, des préfets pour les sensibiliser, des députés pour les sensibiliser. Bon, tout le monde a dit, oh, c'est intéressant votre sujet, mais enfin, vous n'avez pas débouché. Et il est allé voir un général. Et le général a été très ému du truc. Il a dit, oui, nous avons des dossiers. On pense que l'ordre public peut tenir une semaine s'il n'y a plus d'alimentation d'un territoire et qu'au bout de 15 jours, on est obligé de mobiliser les forces de police et qu'au bout de 3 semaines, on envoie l'armée et on ne tient pas. On ne tient pas contre une population affamée qui veut rentrer de force dans les silos, dans les hypermarchés, etc. Donc l'autosuffisance d'un territoire est fondamentale. Mais comme il n'est pas arrivé à convaincre, ben, il est passé sur le mode ludique et il organise des banquets avec la complicité d'un village, la complicité d'une association, des banquets des filles où on fait des grands repas, pas plus de 10 € par personne et pas plus de 30 km pour acheminer les aliments. Eh bien, faites-le, c'est rigolo comme tout, ça mobilise les savoirs des cuisinières, des maraîchers et tout ça. Et si vous faites ça partout dans le territoire français, c'est amusant comme tout. Nous, on l'a fait en Charente-Maritime, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus avoir de bobo au rhum. Ah, il n'y a pas de rhum, mais on a du cognac. On s'en est sorti hein, pour le dessert, heureusement. Mais donc, ça amène des trucs ludiques comme ça, et on s'aperçoit que dans certains territoires français, comme la Beauce, par exemple, ben, ils vont croquer du blé, croquer du blé, croquer du blé. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Et si vous allez dans un territoire comme le Gers, mais ils ont des haricots, des tomates, des poules, des canards, du miel. Vous apercevez qu'il y a des territoires pays de cocagne et des territoires qui ont été ravagés par des choix uniformes et tout ça. Et il y a un travail à faire là-dessus, sur le locavore, parce que ça consomme moins d'énergie, c'est souvent sans pesticides, etc. La documentation existe. La question est de savoir si on ne fume pas, si on ne boit pas et tout ça, comment
les sphères officielles veillent au moins à l'information du citoyen de base pour qu'il sache tout ce qui l'entoure et tout ce qui peut le contaminer, quoi. Qu'est-ce qui est fait dans l'éducation? Qu'est-ce qui est fait par les politiques publiques pour informer les gens? La demoiselle disait, je découvre certaines pollutions, certaines molécules, etc. Euh, la documentation existe, l'information existe, elle est riche sur Internet et tout ça, mais par les voies classiques, il n'y a pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon. Mais la documentation existe. Vous avez des organismes dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, qui ont des sites extrêmement bien faits sur la pollution de l'air, sur le suivi de la santé, etc. C'est l'équivalent de ce qui existait en France autrefois, l'Institut de veille sanitaire, et vous pouvez lire, consulter toutes ces choses-là facilement. Ah, mais ça serait mieux que ça soit dans l'éducation nationale. La demoiselle dit que aller sur des sites spécifiques pour aller à la recherche d'une documentation sur ces molécules ou ces contaminants est une possibilité, mais que la motivation ne viendra pas spontanément à chacun. Il y a des réseaux militants. Il y a les réseaux militants, mais ils ne touchent pas tout le monde. Il faudrait les soutenir, bien sûr. Mais quand vous mais ça devient compliqué parce que nous avions à Lille une maison régionale de l'environnement et des associations sociales, etc., qui s'appelait la MRES. Déjà, elle a été déménagée dans un quartier moins accessible de Fives, premier temps de l'opération. Deuxième temps de l'opération, je crois qu'il y a 54 associations qui sont inscrites dans cette maison, de l'aide aux migrants, des choses sur les oiseaux, des choses sur la pollution. Combien? 116. Et tu vois, je vieillis, hein. Moi, quand je suis partie, il y en avait 54. Et donc, c'est très riche. Sauf que pour la première fois, le président de la région Hauts-de-France a dit désormais, je ne financerai plus les associations qui disent du mal de mes politiques et de mes choix, de telle sorte qu'il ne finance plus le GDEAM, qui est une association de l'environnement de Montreuil-sur-Mer, parce que cette association a porté plainte contre le maire du Touquet qui faisait un lotissement dans une zone protégée. Alors il a dit, ah mais le maire du Touquet, c'est ma majorité, on porte plainte contre un lotissement, donc on gêne mes amis, donc je ne finance plus le GDEAM. Premier temps de l'opération. Deuxième temps de l'opération, un collectif d'opposition à l'extension de l'aéroport de Léguin a demandé à être reçu à la MRES. Donc la MRES a dit oui, parce qu'ils sont très intéressés par tout ce qui se passe et tout ça. Ils les ont reçus, ça a été publié dans la presse. Le président de la région des Hauts-de-France a dit « Je mets en suspens la subvention à la MRES ». Donc, quand les contre-pouvoirs, les militants que vous évoquez perdent leur indépendance parce qu'on leur coupe les vivres, là, ça commence à poser un vrai problème parce que derrière le stade suivant, bah, c'est les ZAD, c'est les gens qui s'installent sur le territoire, qui font valoir leurs arguments par la force parce que les voies démocratiques sont bouchées, quoi. Sur ce point-là, c'est un peu rajouté à présenter là. Je suis plus d'ici, moi. Oui. Le président de région, c'est lui qui a reçu directement. Je parle pas du premier exemple, je parle du dernier. Mais c'est le préfet qui a convoqué la masse et qui a reproché, qui a demandé est-ce que la subvention qui devait être citée
par la région soit suspendu parce que une association ou un groupe d'associations a appelé à la désobéissance civile de façon explicite. Donc le préfet a fait valoir une incompatibilité avec le fait que l'État accorde de l'argent à une association qui s'appelle les Obligards. Donc, voilà. Mais c'est bien, merci d'avoir bien précisé le chemin, c'est tout à fait juste. Après, si on coupe les vivres de toute personne qui transgresse, eh ben, heureusement qu'on n'avait pas ce préfet-là au moment de la résistance, quoi. Voilà. Pour terminer, moi, je veux pas te piéger, c'est pas ça, mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres parce que en tant que je sors un petit peu de la santé, mais de toute façon, ça revient à la santé derrière. En tant que géologue, j'ai un petit peu connaissance des ressources du sous-sol du territoire, de l'ensemble de la région, pas de la région, de l'ensemble du pays. Et on sait là maintenant, il y a beaucoup qui se targuent de diffuser des informations pour dire que quelques décennies précédentes, les politiques de tous les pays occidentaux ont jeté leur industrie et donc se sont inféodés à la Chine, à la Russie, à l'Inde, etc., etc. Concernant les métaux rares en général, pas seulement les terres rares, mais les métaux rares en général. Or, en fait, toutes ces ressources, elles sont qualifiées de rares parce qu'elles ne sont pas très abondantes, mais elles sont diluées largement, et y compris sur le territoire de la métropole de la France en général. Il y a beaucoup de ressources minérales utiles disséminées, jamais en grande quantité. Et donc, si on s'imaginait, alors on n'est plus au XVIIIe siècle où on tapait dedans et on regardait ce que ça allait donner. On n'est plus non plus au début du XXe siècle où on tapait dedans avec d'autres outils beaucoup plus néfastes et avec de la chimie en plus qu'on faisait intervenir. Mais aujourd'hui, on est placé, enfin, les pays occidentaux sont placés devant le paradoxe, le dilemme suivant, ou bien ils acceptent la mainmise des pays qui ont eu l'intelligence de développer ça, alors l'intelligence entre guillemets, hein, parce que à quel prix environnemental et social, mais qui ont gardé la mainmise sur ces productions et qui tiennent toutes les industries des autres pays par ça, ou alors on accepte de réouvrir chez nous un secteur minier. Et là, on remet à nouveau tout le monde dans la rue parce que le syndrome NIMBY, entre autres, tout le monde veut bien peut-être utiliser son smartphone, mais à condition que la mine pour fournir les matériaux nécessaires, elle ne soit pas ouverte dans les 20 km à l'heure. Donc, j'essaye de faire court en même temps, mais j'ai conscience que c'est un peu dense et que c'est très complexe. C'est tout un débat qu'il faudrait, mais voilà. Comme ça, en gros, que penses-tu de ce dilemme? Bon, c'est pas le sujet, donc je refuse de répondre. Oui, mais au bout du compte, on sait très bien que, on sait très bien ici dans la région, l'activité minière a des incidences sur la santé et notamment sur la prévention. Alors, premièrement, sur l'intelligence, avec quels moyens, hein, l'occupation du Tibet est pour partie motivée, je dirais, pour un dixième par les ressources de métaux rares qui sont
dans la terre du Tibet. Sinon, franchement, c'est pas les moines de Lhasa qui attireraient la Chine, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Sur la dépendance, eh ben, on a un bel exemple, hein. Notre peur de manquer d'énergie nous amène actuellement à utiliser l'argamanu, le gaz de schiste qui vient des USA, et on fait semblant qu'on ne sait pas comment il est produit celui-là, hein. Il arrive soi-disant tout propre, mais c'est une vraie cochonnerie. Donc, reconquérir le potentiel minier français, eh ben, l'obstacle, c'est pas le NIMBY, hein, c'est les mauvais souvenirs. Ils se sont comportés comme des cochons. Dans le Limousin, les mines de matières radioactives ont laissé des terrils qui ont été recouverts, engazonnés, cachés, dont les rivières sucent aujourd'hui les matières radioactives de façon continue, les emmènent dans la Dordogne, qui les emmène dans la Garonne, qui les emmène dans la Gironde, et qu'on retrouve dans les moules de Charente-Maritime. Donc, à un moment que les gens soient allergiques à ce qu'on vienne donner un coup de pioche chez eux, ça se comprend, hein, les mines de Salsigne et tout ça, on n'en sort pas quand même. Donc, si on avait des miniers qui étaient un peu plus respectueux, peut-être que les gens seraient moins allergiques. Et puis, des métaux rares, pourquoi faire? Alors, tu as parlé des téléphones, c'est très bien, mais le gros boom, ça va être la voiture électrique. Or, cette voiture électrique, il suffit pas d'avoir des batteries au lithium, mais à un moment donné, il faut la recharger. Or, on n'a plus d'énergie et on vous dit attention au lave-linge. Mais on dit à tout le monde achetez des voitures électriques. Qu'est-ce qui s'est passé en Californie là récemment avec les incendies? Ils ont eu des problèmes de lac qui apportaient de l'énergie et tout ça, et ils ont demandé aux gens, la Californie est au top, hein, pour les citoyens qui ont acheté des voitures électriques, ils ont demandé aux gens d'arrêter de recharger leurs voitures. Donc, est-ce bien raisonnable d'aller tout retourner pour une technologie qui est une erreur industrielle? À un moment donné, il faut se poser la question. Dernier point, je vais prendre l'exemple de l'or, parce que j'ai travaillé là-dessus. Si on prend les cartes téléphoniques, elles contiennent un petit peu d'or. Vous prenez une tonne de cartes téléphoniques, vous avez 200 grammes d'or. Vous prenez une tonne de terre minière aurifère, vous avez 2 grammes d'or. Où est le gisement? Est-ce qu'il est sous nos pieds ou dans nos poches? Allez visiter près d'Anvers une usine énorme. C'est à l'image de Metal Europe, mais en propre. Ils ramassent tous les ordinateurs, toutes les cartes téléphoniques, tout le machin et tout ça. Ils rebrassent tout ça, ils nous font du nickel, du cadmium, de l'or, de l'argent. C'est pire que la Banque de France. Ils ont des grosses portes avec des gardes et tout ça. Puis il y a des lingots d'or, des lingots d'argent et tout ça. Rien qu'en ramassant nos cochonneries. J'ai réussi à en faire ouvrir une au Havre. Il y a un entrepreneur au Havre qui fait ça de façon modeste avec les téléphones, avec Orange, en ramassant les téléphones que Orange vend en Afrique et en ramassant maintenant dans les boutiques Orange les téléphones qu'on peut rapporter. Mais c'est très modeste, alors qu'on a un gisement phénoménal. Donc voilà, pour moi, aller retourner le sol tant que les cochons sont pas propres, le plus urgent, c'est le recyclage sidérurgique. Merci, c'est bien la réponse que j'espérais. J'ai une réponse que je ne pas oublier. Eh bien, sur ces paroles, je veux remercier l'espace culture qui nous a ouvert l'accès à l'empire au début des difficultés de l'école. Le service audiovisuel, bon, un peu comme ça. Mais je remercie également les gens des ALEA et des partenaires de ALEA, le Forum des sciences, la Société de la physique, la Faculté des sciences, et puis comme la Société géologique. Et la prochaine fois, je ne sais pas mon papier, la prochaine conférence,
Ben voilà, merci, Monsieur le Président. C'est lui, trésorier, c'est à lui que vous pouvez donner votre cotisation. Le 7 mars, Marc Rabot et Étienne Buillon qui vont venir parler sur l'air et l'eau suite de notre conférence expérimentale animée par Alain Vienne. Merci et bonne soirée.